Donc aujourd'hui, on va parler des agents AI. Donc, premièrement, je suis Yasmine et je suis l'ambassadrice de Women Tech Maker. Donc, les agents AI, comme vous avez dit, c'est quelque chose d'actualité. Donc, les modèles AI génératifs, ils excellent dans la reconnaissance des motifs, mais comme les humains, ils peuvent bénéficier d'outils pour accéder à des informations en temps réel. Ces outils permettent aux modèles d'utiliser des bases de données, d'appeler des API et d'effectuer des actions dans le monde réel. Et un agent, c'est cette combinaison d'un modèle AI avec des capacités de raisonnement, de logique et d'accès à des informations externes. Donc, qu'est-ce qu'un agent exactement? Un agent en AI est une application qui tente d'atteindre un objectif en observant le monde et en agissant sur celui-ci à l'aide des outils à sa disposition. Donc, les agents sont autonomes et peuvent agir indépendamment de l'intervention humaine. Lorsqu'ils ont un objectif clair, ils se composent de trois composants essentiels. Donc, on a le modèle, les outils qu'il va utiliser et une couche d'orchestration. Donc, le modèle, c'est un langage LM qui sert de décideur central pour le processus de l'agent. Il peut agir d'un ou plusieurs modèles, s'agir d'un ou plusieurs modèles de langue de toute taille, capacité de suivre et de cadrer des raisonnements de logique, comme le React, le Chain of Thoughts et le Tree of Thoughts. Et puis, on a les outils qui comblent le fossé centre entre la capacité interne de l'agent et le monde extérieur. Ils permettent aux agents d'agir avec des données et des services externes, débloquant ainsi un plus large éventail d'actions. Les outils peuvent prendre diverses formes, mais s'alignent généralement sur les méthodes API web courantes comme le get, post, patch et le delete. Et la couche d'orchestration, c'est cette couche qui décrit un processus cyclique qui régit la façon dont l'agent reçoit des informations. Il effectue un raisonnement interne et utilise ce raisonnement pour informer sa prochaine action ou décision. Donc, cette boucle continue jusqu'à ce que l'agent atteigne son objectif ou son point d'arrêt. Donc, la question qu'on a la plupart du temps, c'est que la différence entre un modèle et un agent. Donc, il y en a plusieurs différences, étant donné que dans les modèles, les connaissances ils sont limitées à ce qu'il est disponible dans leur base de données ou bien dans leurs données d'entraînement. Et l'inférence prédiction, elle est unique et basée sur des requêtes utilisateurs, sauf implémentation explicite pour le modèle, aucune gestion de l'historique de session. Donc, si vous parlez avec le modèle la prochaine fois ou bien dans une nouvelle session, il ne va pas se rappeler de ce que vous avez dit la dernière fois. Alors que les agents, ils connaissent ils ont une grande connaissance grâce à leur connexion avec les mondes extérieurs à l'aide des outils. Et puis, ils ont une gestion d'historique des sessions. Aussi, donc les modèles, ils n'ont aucune implémentation d'outils natifs. Les outils sont implémentés nativement dans l'architecture de l'agent. Et ils n'ont aucune couche logique native, ni implémentation. Donc, les utilisateurs peuvent formuler des invites sous forme de questions simples ou bien utiliser un cadre de raisonnement, comme on a dit, donc les Chain of Thoughts ou bien le React, pour formuler ces implications complexes et de guider un modèle dans sa prédiction. Alors que pour les agents, ils ont des outils qui vont implémenter dans l'architecture de l'agent. Et cette architecture, elle est cognitive et native, utilisant des frameworks de raisonnement et d'autres frameworks que l'agent a préconstruits, tels que le LangChain. Donc, qu'est-ce que cette chaîne ou bien architecture cognitive? Les architectures cognitives, ils définissent comment les agents opèrent en utilisant un cadre comme le React et le Chain of Thoughts et le Tree of Thoughts. Donc, dans le React, c'est une stratégie de raisonner et agir sur une requête d'utilisateur. Le Chain of Thoughts, il permet de raisonner à travers des étapes intermédiaires et le Tree of Thoughts, il est adapté aux tâches d'exploration ou de prévision stratégique. Alors maintenant, pour un peu bien comprendre, on va prendre un exemple de chef. Donc, soi-disant qu'on a un chef dans une cuisine bien animée. Donc, son objectif est de préparer de délicieux plats pour les clients en passant par un cycle de planification, exécution et ajustement. Donc, le chef, il recueille les informations comme les commandes, les ingrédients disponibles, etc. Et puis, il réfléchit aux plats possibles en fonction de ces données. Et puis, il agit, il coupe, il mélange, il cuit, etc. Et puis, il ajuste son plan en fonction des retours ou des imprévus des clients. Donc, de la même façon, les agents utilisent une architecture cognitive pour atteindre leur objectif. Ils collectent des informations, ils raisonnent, ils agissent et puis ils ajustent leur action. Donc, au cœur de cette architecture se trouve une couche d'orchestration qui gère la mémoire, l'état et le raisonnement et la planification. Donc, il est souvent guidé par l'ingénierie des prompts.
Et plusieurs cadres sont en développement. Par exemple, on a le React, qui est une méthode de prompt qui aide. React, c'est React, c'est pas le React, le framework. Donc, c'est une méthode de prompt qui aide les modèles à raisonner et à agir efficacement avec ou sans exemple. Donc, elle améliore la performance, la fiabilité et l'interaction avec les humains. Et puis, on a les Tree of Thoughts. C'est une méthode de prompt idéale pour les tâches exploratoires ou bien stratégiques. Elle généralise le Chain of Thoughts. Pardon. On est dans le Chain of Thoughts. La Chain of Thoughts, c'est une technique de prompt qui permet au modèle de raisonner en plusieurs étapes intermédiaires. Elle inclut des variantes comme le self-consistency, l'active prompt, le multimodal Chain of Thought, chacune ayant ses avantages selon l'application. Et puis le Theory of Thoughts, qui est une méthode plus généraliste de le Chain of Thoughts. Il est utilisé pour les tâches exploratoires et stratégiques. Et elle permet au modèle d'explorer plusieurs chaînes en raisonnement pour résoudre des problèmes plus complexes. Prenons un exemple avec le React. Donc, les agents peuvent utiliser cette technique ou bien d'autres pour choisir la meilleure action selon la demande de l'utilisateur. Donc, prenons cet exemple avec le React, qui est une méthode de raisonnement par action. Donc, l'utilisateur envoie une requête, l'agent lance sa séquence React et l'agent fournit un prompt au modèle qui suit ces étapes. Donc, premièrement, on a la question, qui est la question initiale de l'utilisateur. Et puis, le thought, qui est la réflexion du modèle sur l'étape suivante. Et puis, l'action. L'action, c'est le choix de l'action à effectuer. Par exemple, est-ce que c'est une recherche? Est-ce que c'est un code? Est-ce que c'est une recherche de vol? L'action à faire. Et puis, on a une action input qui est les données à fournir à l'outil choisi. Donc, une fois on a choisi l'outil qu'on va utiliser, on doit lui fournir des données. Et puis, on a l'observation qui est le résultat de cette action. Donc, ces étapes peuvent être répétées plusieurs fois jusqu'on a une réponse finale du modèle à l'utilisateur. Donc, le cycle React se termine une fois on a une réponse, et la réponse, elle est envoyée à l'utilisateur. Donc, comme il y a illustré dans cette figure, le modèle, les outils et la configuration de l'agent, ils travaillent ensemble pour fournir à l'utilisateur une réponse concise et fondée sur sa requête. Donc, plutôt que de deviner, bien, hallucination, une réponse à partir de la mémoire, le modèle utilise un outil, par exemple Flights de Google, pour rechercher des données externes en temps réel. Donc, ces données permettent au modèle de prendre une décision plus pertinente et de résumer une information fiable pour l'utilisateur. En résumé de tout ça, la qualité de réponse, elle dépend de la capacité du modèle à raisonner et à agir, du bon choix d'outils et de la qualité de définition de ces outils. Donc, tout comme un chef, il prépare un plat avec de bons ingrédients et selon les retours des clients, l'agence s'appuie sur un raisonnement solide et des données fiables pour fournir des résultats optimaux. Et puis, on a les outils. Donc, les outils, elles créent un lien entre les modèles fondamentaux et le monde extérieur, permettant aux agents d'effectuer de plus grandes variétés de tâches avec plus de précision et de fiabilité. Donc, les trois principaux types d'outils sont les extensions, les fonctions et les data stores. Donc, les extensions, c'est la manière la plus simple de comprendre les extensions et de les voir comme un pont entre une API et un agent, permettant à ces derniers d'utiliser les API de manière fluide, peu importe leur implémentation technique. Donc, en retour à l'exemple de réservation de vol, imaginons qu'un agent qui aide à réserver des vols vous souhaite utiliser une API de Google Flight. Vous pourriez coder manuellement un système qui analyse la requête d'utilisateur qui est par exemple « je veux un vol du Maroc à Bangladesh ». Et puis, elle extrait les données utiles qui est Maroc-Bangladesh et puis elle appelle cette API. Mais ce système sera fragile s'il manque de données, par exemple la ville de départ ou si l'appel d'API échoue. Donc, ce type de code personnalisé est difficile à maintenir. Donc, la solution qu'on a, c'est d'utiliser les extensions. Donc, que fait cette extension? Elle apprend à l'agent comment utiliser une API avec des exemples. Et puis, elle explique les paramètres nécessaires pour que l'appel fonctionne. Donc, les extensions sont créées indépendamment de l'agent, mais ils sont intégrés à sa configuration. Lors de l'exécution, l'agent il choisit dynamiquement l'extension la plus adaptée selon la requête qu'on lui a passée.
Et puis, on a les fonctions. Donc, une fonction, c'est un bloc de code réutilisable qui accomplit une tâche spécifique. Donc, les développeurs en créent plusieurs dans une application et définissent quand et comment les appeler. Donc, dans les agents intelligents, ce sont les modèles AI qui jouent un rôle de développeur. Donc, le modèle choisit quelle fonction utiliser et quel argument lui passer selon sa définition. Donc, les développeurs peuvent préférer les fonctions pour plusieurs raisons, parce qu'on a un appel API doit être fait ailleurs, par exemple dans un middleware ou dans le front-end. Et il y a des restrictions de sécurité ou d'authentification. L'appel ne doit pas être fait en temps réel, par exemple avec une validation humaine. Et il faut s'appliquer sur des transformations personnalisées aux réponses d'API. Et le développeur veut tester l'agent sans déployer toute l'infrastructure. Bon, voyons la différence entre les extensions et les fonctions. Donc, pour les fonctions, l'exécution elle est côté client et l'agent appelle directement l'API. Par contre, dans les extensions, il est fait directement l'appel API et l'exécution se fait en côté agent ou bien back-end. Ce modèle génère une fonction avec des bons paramètres, dépendant de l'entrée du client. Et la troisième outil qu'on a vu, c'est le data store. Donc, imaginons un modèle de langage comme une immense bibliothèque remplie de livres, chacun représentant des connaissances issues des données d'entraînement. Et contrairement à une vraie bibliothèque qui s'enrichit continuellement, cette bibliothèque-là reste figée dans le temps. Donc, le problème qu'on a, c'est que le monde évolue, mais le modèle ne se met pas à jour automatiquement. Maintenant, imaginons un modèle de langage comme une immense bibliothèque remplie de livres, chacun représentant des connaissances. Et voilà, donc le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas cette mise à jour continuelle, on doit refaire l'entraînement du modèle. Donc, un développeur souhaite enrichir un agent avec des données spécifiques, par exemple un tableau Excel, un PDF ou bien un document pour lui enrichir. Et plutôt que de reformater les données, ou bien rentraîner le modèle ou lancer un fine-tuning, le développeur peut envoyer le fichier tel quel, donc au data store. Que fait ce data store? Il se charge alors de convertir le fichier en vecteur ou bien en embedding et met ces vecteurs à disposition de l'agent. Il permet ainsi au modèle d'extraire des informations pertinentes en temps réel. Donc, en résumé, les data stores ils rendent les agents plus intelligents en lui donnant accès ciblé à de nouvelles données sans avoir à reconfigurer tout le système ou bien refaire le training. Implémentation et application. Ok, on va voir un exemple de RAG, qui est le Retrieval Augmented Generation. Donc, le RAG est un modèle d'interaction AI qui est très utilisé et permet de faire, par exemple, d'atteindre la base de connaissances d'un modèle au-delà de son entraînement initial et d'intégrer des données issues de sources diverses, comme par exemple un contenu web, des documents structurés comme les PDF ou bien des formats non structurés comme le HTML. Donc, son fonctionnement général, c'est que l'utilisateur pose une question, le texte de la question est transformé en embedding, donc des vecteurs, et cet embedding est comparé à ceux du vecteur database via un algorithme similaire comme le scan. Et puis, le contenu le plus pertinent est retrouvé et renvoyé à l'agent. Donc, l'agent utilise une question de l'utilisateur plus les données retrouvées pour qu'il génère une réponse et soit générer une réponse ou bien prendre une décision, ça dépend de la demande de l'utilisateur. Donc, la réponse finale est puis envoyée à l'utilisateur. Voyons maintenant un exemple avec le React, donc avec le RAG, donc un agent qui utilise le RAG et le React. Il raisonne en plusieurs étapes. Premièrement, il cherche la donnée la plus pertinente, il planifie une réponse ou une série d'actions, et puis il affine au besoin avec d'autres recherches et formule sa réponse finale. Donc, en résumé, les data stores ou bien les bases vectorielles sont le pont entre les documents personnalisés, les PDF que vous avez, des sites que vous voulez utiliser, des documents Excel, etc., et le modèle de langage. Donc, grâce à la recherche vectorielle, c'est ce qui rend les applications de type RAG puissantes et flexibles, pardon, sans avoir à réentraîner le modèle. Donc, on sait tous que l'entraînement des modèles, il prend beaucoup de temps. Donc, ça dépend de la base de données. Il peut aller jusqu'à des jours, des mois ou bien des années. Ça dépend de la taille des données d'entraînement. Donc, faire cela va améliorer le temps et le coût. Voilà.
Pour améliorer la performance du modèle grâce à l'apprentissage ciblé, les modèles AI, pour être efficaces, ils doivent non seulement savoir générer du texte, mais aussi de choisir les bons outils au bon moment, surtout en production. Donc, c'est comme cuisiner, savoir faire des pâtes est bien, mais pour maîtriser la cuisine italienne, il faut un apprentissage spécifique. Et on a trois approches d'apprentissage ciblé. Premièrement, c'est le in-context learning ou bien l'apprentissage en contexte. Le modèle apprend sur le tas pendant l'inférence en recevant un prompt, ce qui est la tâche qu'il doit effectuer, quel outil à utiliser et quelques exemples. Donc, il n'est pas réentraîné, mais il est guidé et il guide son raisonnement avec ce qu'on lui donne. Revenons au chef. Donc, le chef reçoit une recette et quelques ingrédients et des exemples de plats. Il utilise son expérience pour cuisiner, ce qui correspond mieux sans formation supplémentaire. Deuxièmement, on a le Retrieval Based in Context Learning. Donc, il est similaire au précédent, mais ici, le modèle dispose d'un garde-mange externe. Donc, c'est un data store, par exemple. Pour aller chercher dynamiquement des informations pertinentes, des exemples, des outils. Par exemple, revenant encore au chef, il a accès à une grande réserve d'ingrédients et de livres de recettes. Donc, il n'est pas limité à ses connaissances. Il peut ainsi adapter le choix à chaque commande et de créer des plats plus riches et précis. Et troisièmement, on a le fine-tuning based learning. Donc, le modèle est réentraîné à l'avance avec des ensembles de données spécialisées. Il apprend donc en profondeur comment utiliser certains outils avant même d'avoir à répondre à un utilisateur. Donc, le chef est formé à une nouvelle cuisine. Par exemple, on a dit italienne, maintenant il veut faire japonaise. Il sera ensuite bien plus adapté à gérer toutes sortes de commandes ou bien le demande qu'il a sans avoir improvisé. Donc, il est très utile dans des domaines spécialisés comme médical, juridique, etc. Donc, faisons une comparaison entre ces trois approches. Dans le in-context learning, il est rapide, il est fiable, mais il a une précision moyenne et il est idéal pour plusieurs tâches. Le retrieval-based, il est dynamique, son coût est modéré, très bonne précision, une bonne précision et les informations sont à jour. Le fine-tuning, il est lent, il est coûteux, mais il a une précision très bonne et il est utilisé pour les domaines experts où on ne peut pas avoir d'erreur. Alors, en résumé, les agents augmentent les capacités de modèles de langage en utilisant des outils externes. Ils peuvent accéder à des informations en temps réel, exécuter des actions dans le monde réel et planifier et réaliser des tâches complexes en toute autonomie. Par exemple, si je veux prendre un vol et je ne veux pas chercher dans tous les sites web de réservation de vol, donc je vais tout simplement demander à mon AI de partir et chercher dans le web sur les vols disponibles et de les comparer et me dire le vol qui, euh, le plus convenant à mon état. Et puis, je peux lui dire même de partir et réserver s'il a accès à My Wallet ou les données qu'il a besoin, les outils dont il a besoin pour prendre la réservation. Et le cœur des agences, qui est la couche d'orchestration, donc elle fait le raisonnement interne, la planification, prise de décision et les actions de l'agent. Donc, comme on a vu, elle utilise le React, le Chain of Thoughts et le Tree of Thoughts. Il y en a plusieurs d'autres, mais ce sont les plus utilisés. Et puis, on a les outils qui sont les extensions, fonctions et les data stores. Les extensions sont un pont avec les API externes pour récupérer des données en direct. Et les fonctions, ils permettent aux développeurs de déléguer certaines tâches aux clients via des appels paramétrés. Et puis, les data stores, ils donnent à l'agent un accès à des données bien structurées ou non. Et puis, on a une approche stratégique, donc on expérimente et on améliore. Donc, il n'existe pas une solution unique. Le développement de l'agent nécessite des interactions. Donc, il teste, adapte, améliore selon le besoin et selon le client, bien l'utilisateur. Donc, chaque agent, il est unique car basé sur des modèles génératifs personnalisés. Et voilà, donc
les agents deviennent de plus en plus puissants à mesure que les outils et les techniques de raisonnement ils évoluent. Donc, l'avenir passe par un chaining d'agents spécialisés. Donc, par exemple, imagine une équipe d'agents. Chacun est expert dans un domaine spécifique comme les finances, santé, juridique, etc. Et ils collaborent pour résoudre des problèmes plus complexes. Donc, ce sera génial. Et ce modèle s'appelle le Mixture of Agent Experts. Et c'est tout. Merci.